Pour cette saison 2, nous remercions nos partenaires Hardy Normand et Associés et Gourou. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Pierre-Étienne Laporte, président du comité étudiant de l'UQTR Campus Longueuil. Aujourd'hui, j'anime avec Philippe Mayotte, qui est mon vice-président comité administration ainsi que partenariat. Donc, bonjour Jean-Philippe, Ariane, Nicolas ainsi que Sophie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de CPA sans frontières. J'aimerais tout d'abord peut-être vous entendre un peu sur votre parcours ainsi que vous êtes qui, pour présenter aux étudiants ainsi qu'à notre audience. Donc, je vais commencer avec Jean-Philippe. Ouais, bon, ben, c'est bon. L'an passé, j'étais à ta place, justement. Là, je viens de l'UQTR, j'ai gradué mon baccalauréat l'an passé. J'ai eu la chance de faire une mission au Sénégal qu'on pourrait discuter tantôt avec Ariane, d'ailleurs, et Nicolas. Donc, j'ai fait une mission de coopération internationale. Puis, je suis resté impliqué avec CPA sans frontières depuis ce temps-là, à titre d'ambassadeur universitaire. Fait que j'ai donné un peu des conférences dans les écoles. Je participe au podcast ce soir, fait que j'essaie de faire rayonner CPA sans frontières un peu partout. Fait que c'est un peu ça. En ce moment, je fais mon DESS, je vais écrire l'ESC d'ici 1 an. Donc, c'est un peu ça pour moi, là. Super, merci beaucoup. Ariane, je vais te laisser y aller. Oui, donc moi, c'est Ariane. J'ai terminé mes études. Je viens tout juste d'écrire l'EFC en septembre dernier. Je suis maintenant candidate à la profession de CPA. Puis, j'ai également eu la chance de faire une mission au Sénégal avec Jean-Philippe. Donc, on en parlera plus tard. Puis, en ce qui concerne le CPA sans frontières, on m'a demandé en fait d'avoir le rôle de porteuse de mission pour assurer la continuité entre les missions au Sénégal. Puis également, là, je suis impliquée dans le cadre de mes études avec l'organisme avec qui on a quitté au Sénégal le Mer et Monde. Super, merci beaucoup. Sophie, si tu veux y aller. Oui, bonjour. En fait, j'ai un profil un peu atypique. Je suis CPA, MBA. J'ai pratiqué 5 ans comme contrôleur en entreprise. Après, je suis allée en consultation, donc en management, conseil en gestion. Et j'ai aussi fait une formation comme coach d'affaires. Donc, je partage mon temps présentement entre CPA sans frontières comme directrice générale, des mandats de consultation en gestion, puis du coaching d'affaires. Donc, CPA sans frontières, je suis directrice générale depuis 3 ans et demi à temps partiel. Excellent, merci beaucoup. Puis Nicolas, dans le fond, je vais te laisser y aller aussi avec la première question. Là, CPA sans frontières, c'est quoi après ta petite présentation personnelle? En fait, moi, je suis professeur à l'UQTR. Je suis CPA-CA. Je vais vous épargner certaines tergiversations que j'ai eues dans ma carrière qui m'ont amené du rock'n'roll jusqu'à la coopération internationale. Mais disons que dans les dernières années, les 2 occupations au centre de ma carrière, c'est être professeur pour nos futurs CPA et également cofondateur et membre de l'exécutif de CPA sans frontières. Excellent. Je vais laisser ma collègue Sophie vous parler de qui nous sommes, CPA sans frontières. Puis après ça, je vous parlerai de la genèse. D'où ça vient? C'est excellent. Oui, c'est ça. En fait, on s'est réparti les questions hier. Là, donc, on s'est fait un petit setup entre nous là, pour articuler tout ça. Donc, CPA sans frontières, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est une grande question. Essentiellement, notre mission, c'est de mettre à profit notre expertise de CPA bénévolement auprès de pays qui ont moins de ressources que nous. Donc, par exemple, on a ciblé l'éducation. Ce qu'on se dit, c'est qu'une école qui est bien gérée ou mieux gérée va être capable d'accueillir plus d'écoliers. Donc, l'écolier bénéficie en deuxième rang, si on veut, de notre expertise, si on veut comparer ça aussi avec Médecins sans frontières, où eux sont là vraiment pour le 911 direct avec la personne. Nous, on est là plus en deuxième temps. C'est quoi CPA sans frontières? C'est aussi une équipe de bénévoles. On a un comité exécutif d'une 15aine de personnes avec qui on se rencontre à toutes les 2 semaines. On a un conseil d'administration qui nous donne les orientations stratégiques, puis on a une reddition de compte qu'on fait 4 fois par année. Donc, moi, mon rôle, c'est de transposer les orientations stratégiques qui viennent du conseil d'administration dans des opérations avec le comité exécutif, puis faire de la reddition de compte.
CPA Sans frontières, c'est aussi des partenaires terrain. Donc, on fait des missions en collaboration avec des partenaires terrain. On va vous en parler un petit peu plus tard. Puis, c'est aussi des partenaires financiers. Donc, les partenaires financiers nous supportent financièrement pour mettre en place notre mission. Donc, en gros, là, c'est le portrait de CPA Sans frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Côté... comment cette initiative a-t-elle été lancée? Moi, les gars, j'étais un peu comme vous allez être, vous autres, dans 2-3 ans, à la sortie des études. Permis de CA en main, à l'époque, ça s'appelait comme ça, donc permis de CA en main. Et puis là, ça se passe aux alentours de 2005-2006. Puis je me dis, OK, moi, je suis chanceux, j'ai une super belle éducation, j'ai une vie qui va bien et tout. Comment je peux redonner? Comment je peux redonner? Puis je me souviens du moment, j'étais dans mon bureau comme directeur financier du Festival international de jazz de Montréal dans la période morte, autour du mois de janvier, parce que le festival est très loin plus tard en juillet. Je me disais, comment je peux redonner au suivant en utilisant les compétences qu'on a eues à l'école puis dans ma formation que j'ai eue chez Deloitte comme auditeur. Et puis là, j'ai lancé une bouteille à la mer en 2006, bouteille à la mer à Médecins du Monde. Et là, moi, je leur dis à Médecins du Monde, auriez-vous besoin, candidement, naïvement, on pourrait dire, auriez-vous besoin de ça, vous autres? Un comptable agréé, CPA maintenant, CPA qui irait vous aider gratuitement. Puis ils me disent non. Non, on n'a pas besoin parce qu'on en a. On en a dans nos équipes. C'est des comptables rémunérés qui nous accompagnent sur le terrain. Mais on connaît des gens chez Terre Sans frontières qui pourraient peut-être être intéressés à vos services. Et puis là, la connexion s'est faite et croyez-moi, en 3 semaines, je passe une bouteille à la mer je pars au Congo 1 mois, en brousse, à Dungu, dans le nord Kivu, près de la frontière du Soudan, dans toute ma grande candeur et naïveté. Et moi, je m'en vais là pour 1 mois aider mon prochain. Je reviens de là avec le cœur rempli de bonnes intentions et satisfaction du travail accompli. Puis là, je me retrouve un peu dans le mode de vie d'ici où je ne sais plus trop où est ma place, comme CPA et tout ça. Et puis, je laisse ça de côté, parce que je n'avais pas l'énergie, honnêtement, pour tenir ça à bout de bras seul. En 2011, l'appel me revient. Et là, je rappelle Terre Sans frontières. Puis je dis, je serais prêt à reprendre du collier. 2 enfants plus tard, donc je serais prêt à reprendre du collier, les enfants ont grandi. On me dit, attends un petit peu, là. Il y a un autre gars qui nous a appelés, il s'appelle Stéphane Morin. Par l'ordre des CPA, Regroupement de Montréal, qui veulent partir un projet comme ça, dans lequel les CPA vont contribuer en coopération internationale. Vous devriez vous parler, je pense. Puis là, moi et Stéphane, on avait dîné ensemble et la magie fut instantanément, la preuve. 9 ans plus tard, on est toujours partenaires de tout ça ensemble, les deux. Et puis, on a cofondé ça avec une dizaine d'autres personnes. On n'a pas la prétention d'avoir fait ça tout seul. Une dizaine d'autres personnes qui, avec les années, ça s'est effrité, tout ça, des gens qui ont poursuivi d'autres chemins. Mais c'est parti de là. C'est parti d'une petite bouteille à la mer, de rien, qui a donné lieu, après ça, à une association avec l'Ordre des CPA du Québec. Et là, ça s'est lancé. Parce que porter ça tout seul, ça n'avait pas de bon sens, mais porter ça en groupe, endossé par notre ordre professionnel, ça prenait tout son sens. Puis là, en 2011, on se met à des balbutiements de tout ça. Puis en 2013, il y avait un vrai OSBL avec nos chartes, un organisme à part entière. Le projet de quelques individus devenait le projet d'une profession et est né CPA Sans frontières et toutes les missions se sont succédées depuis ce temps-là, en débutant par Haïti. Puis on pourra vous parler tantôt de ce qu'on a fait depuis ce temps-là. C'est de là que ça vient. C'est vraiment un très beau projet. Puis, tu sais, justement, là, on est comptable un peu, tu sais, on parle beaucoup de chiffres et tout. Fait que, en chiffres, là, qu'est-ce que vous avez réalisé à date? Là? Si on parle de nombre de missions, de nombre de CPA peut-être qui sont partis en mission, je ne sais pas qui veut y aller. Bien, je peux y aller. Dans le fond, effectivement, on a 3 indicateurs, là, le nombre de missions, le nombre de coopérants, puis le nombre de jours de coopération. Donc, en date du 30 juin 2020, qui est notre fin d'année financière, on a 26 missions de réaliser. On a 55 coopérants qui sont partis, puis on a 660 jours de coopération de réaliser. Donc,
à partir d'une page blanche, là, 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un succès qui est énorme. Et ce qu'on entrevoit avec le COVID, c'est sûr qu'on a eu à se repositionner puis à s'ajuster, en fait, par rapport à ça. Puis, on a des missions virtuelles. On en a 2 en cours présentement avec un de nos partenaires, Verger d'Afrique, qui est basé aussi au Burkina Faso. Mais on a 2 coopérants qui font actuellement un diagnostic d'entreprise. Puis, on a 4 autres missions qui s'en viennent. On va faire des affichages d'ici décembre. Puis, pendant l'année, je prévois une dizaine de missions là, virtuelles. Fait qu'évidemment, quand on va pouvoir voyager, bien, ces personnes-là vont être amenées à aller rencontrer les coopérés sur place puis vivre l'autre moitié de la mission là aussi, là. Plus concrète finalement, puis rencontrer puis vivre en fait les us et coutumes là, de chacun des pays. Là. Puis l'émission, est-ce qu'il y en a peut-être toute durant l'année? C'est juste durant une période précise? Il y en a tout le long de l'année, dans le fond, la façon que ça fonctionne, qui part en mission, si on peut y aller comme ça. Dans le fond, on a 2 branches, deux pattes à ça. C'est qu'il y a des CPA qui peuvent partir avec un partenaire terrain. Donc, la façon que ça se passe, c'est qu'on a un partenaire terrain qui dit, OK, bon, on a une mission X, ça pourrait se faire à un moment Y. Est-ce que les agendas pourraient être coordonnées pour ce moment-là. Donc, ça peut se faire autour n'importe quand durant l'année pour les CPA, là, si je regarde ça. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est que ces partenaires-là, terrain, nous donnent une mission. Ils s'occupent de la logistique, puis nous, on recrute un CPA qui a l'expertise pour combler un besoin X du coopéré. Fait qu'il y a tout un processus derrière ça. Fait que après ça, c'est mettre les agendas à bonne place pour tout le monde. Là. Les gens travaillent, donc partir 2 semaines, il faut organiser tout ça. Fait que durant l'année, pour les CPA, en tout cas, c'est pas, il n'y a pas des moments fixes. L'autre patte à ça, c'est on a une tripartite. Là, Nicolas va pouvoir vous en parler un peu plus. Tripartite, c'est CPA sans frontières, un partenaire terrain, puis une université. Fait que là, au niveau du départ des missions, ben, c'est plus limité. Là. Je te laisse compléter, Nick, si tu veux, là, par rapport à ça, là, pour l'émission tripartite. Quand on travaille avec les universités, on est tributaire de l'horaire chargé de nos étudiants. Donc, il y a une seule petite fenêtre à peu près qui s'offre à nous, qui se trouve à être le mois de mai, entre la session d'hiver et la session d'été. On a réussi à créer des partenariats comme ça avec des universités. Mais je vais vous raconter comment ça s'est fait, tout ça, parce que c'est ça le bout intéressant. Moi, quand j'étais étudiant, là, exactement dans la chaise que vous êtes actuellement, je rêvais donc qu'un prof me dise, je ne sais pas, je pars en Amérique du Sud, qui veut venir. Tu sais. Je me disais, maudit que le petit bout universitaire qui dure entre 3, 4, 5 ans, dépendamment des profils qu'on prend, c'est une phase effervescente de notre vie. Puis des fois, ça prend juste un catalyseur. Tu sais, des fois, le prof, c'est juste le catalyseur de talent. Tu sais, un coach au hockey, là, il n'est pas meilleur que les joueurs qui sont dans l'équipe, mais il est catalyseur du talent. Puis je me disais, si un jour je suis prof, je veux être ce genre de prof-là. Genre de prof qui disait à ses étudiants, moi, là, si vous êtes game, là, moi, je pars au Sénégal l'année prochaine. Mission accomplie, Nicolas. Mission accomplie. Donc, écoute, mais là, Pierre-Étienne, une fois qu'on avait ça en tête, il faut faire passer ça aux instances universitaires. Hein. C'est quand même, c'est des organismes parapublics, il y a des instances à convaincre et tout ça. Puis, ça a été un long chemin du pèlerin pour arriver, après 2 ans, à convaincre tout le monde qui était décisionnel là-dedans que ça valait la peine de faire un cours pour seulement 4 personnes. Hein? Parce qu'oubliez pas, il y a des budgets là-dedans. Tu as un prof pour 4 étudiants. Pas évident. Et on a réussi à convaincre tout le monde qu'au-delà des dollars, il y avait une pertinence. La pertinence, là, c'est de développer des citoyens du monde. Puis moi, je pense que comme formateur en sciences comptables, je peux vous former bien plus au-delà du débit-crédit en vous amenant sur le terrain comme ça, en passant 3 semaines, 1 mois à aider du monde. Débit-crédit, vous êtes capable de les lire dans vos livres. Fait que, tu sais, on a mis ça en place, puis là, ça fait des petits. L'UQTR, c'est un pionnier là-dedans. Première université, il y avait ça. Puis je pense qu'on a la prétention de dire que c'est la première université au monde.
parce que moi, je n'ai pas vu d'autres. Puis j'ai fait des congrès internationaux, je n'ai pas vu personne d'autre. Puis à chaque place que je vais raconter notre histoire, tout le monde me dit « Wow, on pourrait faire ça, nous autres aussi. » Ben oui, faites-le. Savez-vous quoi? C'est une ressource commune, libre. On va toutes vous donner les recettes. On ne veut que faire des petits de ça. On ne veut pas s'en faire de mérite, on ne veut pas s'en faire de rétribution. On veut juste qu'il y ait le plus de futurs CPA possible qui aident le monde. Puis on est en train de faire d'autres partenariats. Suite à l'UQTR, on a eu l'UQAM qui est arrivé. On est en discussion avec des universités dans l'Ouest canadien, parce que CPA sans frontières, c'est pan-canadien. On n'est pas encore très implanté dans le Canada anglais, mais on le vise. Donc, tout ça, c'est en train de tout se placer dans le but, justement, de, par la base, aller chercher les étudiants, futurs CPA, puis d'en faire des ambassadeurs, puis des citoyens du monde. Ça, c'est ma plus grande paye, moi, comme professeur. C'est beau avoir allé. C'est inspirant. Je vais aller à ton cours. Ben oui, mes cours sont super inspirants. Ils sont difficiles un petit peu, par exemple. Parfait. Qui part en mission? Regarde, je vais prendre la POC, Philippe, puis après ça, on va introduire Ariane et Jean-Philippe. Lorsqu'il y a un partenariat universitaire comme ça qui se fait, là, à un certain moment, ça prend un professeur qui est impliqué puis qui prend la responsabilité de tout ça. Et puis là, quelque part vers le mois d'octobre, il y a une annonce qui est faite à tous les étudiants de sciences comptables qui sent la fibre, là, qui a le goût de partir coopérer comme ça pendant 3 semaines dans un pays étranger. Puis là, s'ensuit un recrutement. Et là, à travers le recrutement, des individus qui postulent, passent des entrevues. C'est très serré comme entrevue. Il faut s'assurer toujours d'avoir des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui ont une approche vers l'autre, d'ouverture, bien évidemment, pour aller travailler dans des pays en développement. Et puis, à un certain moment, on fixe notre choix. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Jean-Philippe et Ariane, qui ont été des étudiants choisis en 2019 pour partir au Sénégal. Puis c'est là que j'aimerais vous entendre, Jean-Philippe et Ariane, une fois que là, vous avez le « oui, c'est vous autres qui partez ». Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, moi, je m'en rappelle encore. Ah, je m'excuse, mais je m'en rappelle encore. Quand j'ai reçu le courriel, j'étais tellement excitée, mais en même temps, il y a quand même quelques peurs qui sont là-dedans parce que c'est vraiment une expérience qui va nous sortir de notre zone de confort. Fait que c'est tellement excitant, mais en même temps, ça vient avec certaines peurs, mais je dirais qu'on est tellement préparés que ça fait du bien de voir comment, d'avoir un peu un aperçu de comment ça va se passer. On aura la chance d'en parler aussi, mais on est formé avant de partir. Donc, ça nous aide vraiment à comprendre avant où on s'en va. Ouais, ben, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est ça, c'était vraiment un processus rigoureux de présélection, les entrevues, lettres de motivation. On veut vraiment savoir pourquoi on veut partir. Puis je me rappelle comme Marianne, du moment quand j'ai vu le courriel, moi, j'étais en classe à ce moment-là, puis c'était le début du cours. Puis je peux vous dire que je me rappelle absolument de rien de ce qui s'est passé dans le cours. Je me rappelle juste que je pouvais juste que penser à la mission. Un petit peu de stress, mais aussi extrêmement excité de savoir qu'on va participer à un projet comme ça, puis qu'on va aller de l'avant, puis que là, c'est à partir de maintenant, il faut se préparer, puis dans 6-7 mois, on a un objectif, puis c'est d'aller faire une mission de coopération internationale. Fait que assez spécial comme sentiment, là, je me rappelle encore aujourd'hui. Toujours l'angoisse du oui, hein? C'est que tu es content de l'avoir eu, le oui. Puis moi, j'ai fait 6 fois des missions de coopération, puis à chaque fois, je me dis, pourquoi tu te mets dans le trouble de même? Tu pourrais juste, tu sais, je me mets dans leur peau, là, tu pourrais faire un cours complémentaire au mois de mai, puis finir ton baccalauréat. Il te manque juste 3 crédits. Pourquoi tu t'en vas en Afrique? Ouais, exact. L'exaltation, il y a le déchirement entre l'angoisse d'avoir dit oui, puis le dépassement de soi qui embarque. Puis à un moment donné, je pense que l'effet de groupe doit faire un peu son travail, hein, Ariane? Tu sais, quand tu sens que vous étiez 4 là-dedans, un prof, le directeur de département, tout ça, puis on vous soutient. Vraiment, on n'est pas seul, puis jamais, en fait, là, on part du moment où on reçoit le courriel au moment où on part, puis même encore aujourd'hui, on est encore tous ensemble dans ce projet-là, donc c'est vraiment une partie qui est agréable aussi au projet, là, le côté humain, autant avec nous, entre nous, mais autant avec les gens là-bas. Là. Ça donne vraiment le goût de la faire, en tout cas, cette mission-là. Et en amont aussi, vous avez une mission, dans le fond, dans votre mission, vous avez plusieurs fins de semaine de préparation
à ce qui s'en venait finalement là, avec le partenaire, le terrain. Là, est-ce qu'il y a des fins de semaine qui ont été plus pertinentes que d'autres ou plus importantes que d'autres qui vous ont marqué? Je pense que les 3 fins de semaine au complet nous ont marqué. Là. Je pense qu'Ariane va être d'accord avec ça aussi. Puis c'est vrai que du moment qu'on a le courriel, oui, après ça, oui, il y a la recherche un peu scolaire, on fait la recherche sur le pays, les mœurs et coutumes, mais on a aussi les formations, comme tu as dit, Sophie. Il y a 3 fins de semaine avec le partenaire Mère Raymond, qu'on doit aller chez Mère Raymond à Montréal. On arrive avec notre brosse à dents, notre sleeping bag. Là. C'est 3 jours qu'on reste chez Mère Raymond, on dort dans le sous-sol, tout le monde ensemble, sur le plancher avec nos petits matelas gonflables. Fait que oui, c'est une formation qui est ultra pertinente. Puis c'est des moments qu'on n'aurait pas vécu avant, puis qui nous préparent à aller sur le terrain, puis ça a vraiment créé un esprit d'équipe. Là, moi, je me rappelle, je ne connaissais pas ces gens-là. C'était 4 personnes. Moi, je venais de Longueuil. Eux, ils venaient de Trois-Rivières. On ne s'était jamais rencontrés. Puis en l'instant de 3 semaines, on a connecté, puis on a vraiment créé une équipe là, solide et soudée qu'on n'aurait jamais pu créer. Juste donner un exemple. Autant que la fin de semaine, on va discuter, qu'on va avoir des mises en situation, des trucs qu'on va faire. Là, je vais donner un exemple. On est chacun, au début, on fait une ligne, un à côté de l'autre. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire à chaque fois que si dans la vie, tu as déjà t'as pas pu avancer à une prochaine étape à cause que tu es une minorité visible, fais pas un pas en avant. Si tu es né dans une famille modeste, fais un pas en avant. Puis là, c'est des exemples qui s'enchaînent un après l'autre. Puis là, à peu près après 15-20 questions, tu réalises que ben moi, je suis en avant, je suis toute seule. Puis quand tu regardes en arrière, il y a peut-être quelqu'un qui a juste avancé 4 mètres. Fait que ça te fait prendre des prises de conscience, puis non seulement apprendre à connaître les autres avec qui tu vas peut-être partir en mission ou les autres gens qui font la formation chez Mère Raymond, mais ça t'apprend à connaître toi. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont super intéressants et qui nous ont vraiment aidés en tant qu'équipe. Là, Ariane, je peux te laisser compléter là, sur les formations. Oui, mais c'est ça, c'est plein de petites activités qu'on fait au courant de la fin de semaine qui touchent plusieurs sujets. Fait autant pour se connaître nous-mêmes, autant pour se connaître entre nous, mais autant pour connaître le pays, comment ça fonctionne là-bas. Tout est un peu différent. On parle de la nourriture, on parle des habitations, avec qui tu vis là-bas et tout ça. Fait tout est pertinent, puis tout a sa place dans ces fins de semaine-là. Fait non, il n'y en a pas une qui m'a marqué plus qu'une autre, mais les 3 ont été tellement pertinentes là, que c'est sûr que je trouve ça essentiel, en fait, avant de partir en mission. Parce qu'on a non seulement qu'on a appris, non seulement on a appris sur le pays, mais on a mangé sénégalais, on a mangé avec nos mains dans une assiette, 8 personnes alentour. Je fais jamais que je fais ça chez moi. Fait qu'on a appris vraiment l'Afrique, on a appris à parler. Là-bas, il y a quand même beaucoup de langues qui sont parlées. Oui, ils parlent français, mais ils parlent aussi Wolof, ils parlent Sérère. Fait qu'on a quand même fait des petits cours sur le Wolof. Fait que c'est toutes des choses que tu n'aurais pas appris ailleurs. Des petits trucs que tu sais que quand tu vas arriver là-bas, tu vas être bien préparé puis qui va te préparer finalement à peut-être pas avoir un aussi gros choc culturel que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas été préparé. Ouais. Ça, c'est vraiment un point central de ce cours-là, parce que c'est dans le cadre d'un cours universitaire qui donne des crédits, puis on ouvre nos futurs CPA sur tout ce monde-là de différence. On ne penserait pas que dans un cours universitaire, on peut commencer à découvrir la nourriture d'un autre pays puis parler de la culture des cacahuètes, mais ils ont tous fait ça. T'sais. Puis le respect de l'autre à travers les religions, à travers les ethnies, c'est toutes des choses qui font d'eux des futurs CPA bien plus outillés comme citoyens du monde. Puis moi, je trouve que c'est un élément central. Hein? Le cours de CTB 1087, 97, coopération internationale, c'est de vous former sur vos compétences habilitantes. C'est ça qu'on forme. Fait que vous recherchez aussi une certaine évaluation de la personnalité, j'imagine, dans vos critères de sélection. Là. Je veux dire, il n'y a pas juste les notes qui comptent, là, j'imagine. Il y a un fit aussi avec la personnalité. Là. Absolument. C'est sûr qu'on essaie de composer une équipe qui va être complémentaire. Ça prend un certain degré de compétences techniques de base parce qu'ils vont quand même faire des interventions terrain en comptabilité, en implantation de système, en contrôle interne. Ça prend une certaine base. Donc, le dossier académique compte pour à peu près 40 % de l'entrevue, mais 60 % c'est les capacités humaines à travers toutes sortes de questions croisées qui vont viser justement à voir leur personnalité et intrinsèquement leur ouverture sur le monde. Parce qu'on ne peut pas partir comme ça avec un groupe scolaire, avec des gens qui seraient dysfonctionnels une fois sur le terrain. Donc, le choix est très important. S'ils ont réussi à passer à travers les entrevues, c'est que c'était des personnes formidables et je peux en témoigner pour avoir vécu avec eux 3 semaines. Ah, c'est beau! Bravo! Ce qui est drôle, c'est que si on regarde, admettons, les 4 candidats, en tout cas, nous, les 4 qui avaient été sélectionnés, il n'y en a aucun qui a une personnalité qui se ressemble. Oui, on est des bonnes personnes, oui, on aime ça aller de l'avant, puis on a une ouverture sur le monde,
Mais Julie, dans la trentaine, moi, je suis tout jeune. T'as Ariane qui est totalement différente. On est vraiment personnalités ultra différentes, mais on a toutes connecté ensemble et on a fait une belle gang. Fait que je l'ai juste ajouté. Mais c'est vrai que c'était au-delà des notes. C'était vraiment à contribuer à l'équipe et à apporter quelque chose. C'est ça qui a fait qu'on a fait une équipe solide pour aller travailler sur le terrain et réaliser une belle mission, là. C'est pour la vie, hein? Ces liens-là, là, ça se tisse pour la vie. Là. Tout à fait. À preuve, Sophie, il y a 3 semaines, on est allé encore souper toute l'équipe ensemble dans un restaurant sénégalais dans l'ouest de l'île de Montréal. Wow. Quasiment 1 an et demi, 2 ans plus tard. Oui, c'est beau. Donc, eux autres, ils avaient été même cueillir des pommes l'après-midi ensemble. Fait qu'il y a des liens qui se sont tissés pour la vie là-dedans. On est tous encore individuellement en contact avec nos familles sénégalaises. Ils pourront vous en parler tantôt de leur famille de là-bas. Donc, vous arrivez là-bas. Dans le fond, la mission, vous êtes partis 3 semaines, si je me rappelle bien, mais au final, c'est un 10 mois de préparation, c'est pour 3 semaines. Donc, la mission dure plusieurs mois et pas juste 3 semaines. Et après aussi, là, vous arrivez là-bas déjà solide, consolidé comme équipe, comme connaissance de soi, puis de l'autre côté, ben vous savez qu'est-ce que vous allez avoir apporté comme service au coopéré là-bas, là, dans le fond, comme expertise. Donc, c'est vraiment important ces préparations-là en amont là, des missions. Là. Sinon, si on parle là, du partenariat tripartite là, qui se transforme en mission concrètement sur le terrain, là, comment que ça fonctionne? Oui, ben en fait, c'est que CPA Sans Frontières, c'est un agrégateur de services. CPA Sans Frontières fournit des CPA. Comme moi, par exemple, je suis CPA, puis là, excuse-moi, dans mon rôle de prof, je deviens un peu le coach de cette équipe-là. Ça, c'est la partie 1, CPA Sans Frontières. La partie 2, bien, ça prend une école. Ça prend une école qui a le goût, qui est willing d'embarquer dans ce projet-là avec nous autres. Donc, dans ce cas-ci qu'on a devant nous, c'est l'UQTR. Mais ni CPA Sans Frontières, ni l'UQTR n'a sur le terrain des installations et des contacts pour qu'on puisse aller faire une intervention. Et c'est là qu'intervient le partenaire terrain. Dans le cas de la mission d'Ariane et Jean-Philippe, c'était la Société Mer et Monde, qui est basée ici au Canada et qui a des missions au Nicaragua et au Sénégal. Donc, quand on parle d'une tripartite, c'est qu'il y a 3 parties qui amènent leur expertise ensemble dans le but commun de servir des organismes sur le terrain, qui ont des besoins, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer une expertise CPA, mais quand on leur offre gratuitement et qu'on paye même notre déplacement, ils n'ont rien à payer, bien, on vient les aider comme ça. Puis c'est cette tripartie-là qui fait que ça existe. S'il y avait juste l'université tout seul, on ne peut pas aller là. S'il y avait juste CPA Sans Frontières et qu'il n'y a pas de partenaire terrain, on ne peut pas aller là. Puis le partenaire terrain, s'il n'y a pas les étudiants puis qu'il n'y a pas non plus CPA Sans Frontières, qui est cet agrégateur de services CPA-là, il n'y a rien qui existe dans l'équation. Donc, la tripartite prend tout son sens. On essaie de la dupliquer maintenant dans les autres universités canadiennes et qui sait un jour à travers le monde. C'est le grand rêve, la phase ultime. C'est ça qui fait avancer. La vision. La vision, le rêve de l'entrepreneur. Yes. Puis du côté de l'université, là, ce serait quoi les motivations pour ce genre d'initiative? Bien, au niveau de l'UQTR, dans leur plan stratégique qui était sur 2015-2020, le plan quinquennal, il y avait des éléments qui, justement, visaient à faire de nos étudiants des étudiants avec une ouverture, un savoir-être. Au-delà des compétences techniques et des compétences académiques, de faire des citoyens, de faire des penseurs, de faire des gens qui ont un sens critique. Puis comment avoir un meilleur sens critique que, justement, aller sur le terrain et vivre avec. Hein, c'est la phrase que j'utilise souvent, qui provient justement de Mer et Monde, vivre avec. Vivre avec la personne qui est différente, vivre avec la personne qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui n'a pas la même religion que toi, mais que finalement, tu te rends compte que c'est un humain comme toi. Puis, je pense que tout ça s'inscrit dans une université qui vise à former des gens qui ont une réflexion critique et non pas juste des personnes qui appliquent des concepts théoriques. Ça s'inscrit parfaitement dans une stratégie universitaire comme ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi le projet a été accepté, même si techniquement, administrativement, c'est un projet qu'on pourrait dire, bien, un prof pour 4 élèves, ça n'a comme pas de sens. Mais ça prend tout son sens dans le rayonnement que ça donne à l'institution également. L'institution a rayonné à travers ça, l'Ordre des CPA a rayonné, les CPA, nos jeunes étudiants ont rayonné là-dedans. Donc, tout le monde a trouvé bénéfice à cette noble aventure. Il n'y a personne qui fait ça pour les retombées personnelles.
Mais au final, il y en a des retombées personnelles indéniablement. On demanderait à Ariane, à Jean-Philippe, dans leur CV, d'avoir ça. C'est certain que ça change le parcours. Ariane n'est pas la même future candidate à l'exercice de la profession que si elle avait fait ça ou pas ça. Ça change une vie. C'est un milestone. Je dis souvent, c'est comme une pierre dans ton parcours. C'est pas, ça devient un doux souvenir. Hein? Plus les années passent, ça devient une impression, un doux souvenir, un voyage qu'on a fait, mais qui a été là, puis qui a déterminé la suite de certains événements. Puis moi, ce que j'aime, c'est de semer ça à 4 étudiants à chaque année depuis maintenant 4 ans. De les amener ailleurs. Puis, tu disais dans ta question, l'université s'inscrit comment là-dedans? L'université trouve son compte, justement, en rayonnant et en formant des citoyens du monde. Puis, personnellement, je serais curieux de vous entendre. Moi, Jean-Philippe et Ariane, mettons, si Ariane, tu pourrais me parler un peu de comment est-ce que ça t'a changé, cette mission-là? Bien, premièrement, sur le plan personnel, je dirais que ce que je retiens le plus, c'est de ne pas juger. Peu importe la situation, tout ça, c'est d'apprendre à connaître avant de voir, puis de comprendre aussi pourquoi. Tu sais, sur le coup, tu peux être porté à juger, mais en fait, c'est que ça t'a choqué quelque part, puis c'est de comprendre après ça pourquoi. Fait que, tu sais, là-bas, quand on va là, je donne des exemples qui peuvent pas nécessairement nous choquer, mais c'est juste différent. Là-bas, on entre là-bas, puis tout le monde nous dit salut. Puis peu importe où tu rentres, là, c'est pas rentrer chez moi. Je veux dire, j'allais chez Jean-Philippe, puis quelqu'un me tirait une chaise, puis c'est comme si je faisais partie de la famille pour l'instant de ce souper-là. Alors que ici, si je débarque chez mon voisin, je suis pas certaine qu'il va avoir la même réaction, en fait, à ma visite. Alors que là-bas, mais c'est vraiment, si ils sont en train de souper, bien, viens t'asseoir, on va te faire une assiette. Alors qu'ici, on se dit, oh, faudrait pas déranger les gens pendant sur l'heure du souper, tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui sont différentes, puis tu apprends finalement à te dire, ben oui, moi, ma façon n'est pas pareille comme la leur, mais ça veut pas dire que la mienne est meilleure ou vice-versa. Fait que c'est d'apprendre à connaître. Puis sur le plan peut-être plus académique puis professionnel, bien, évidemment, là, ça m'amène à rester en contact avec CPA Sans Frontières. Puis aussi, c'est que j'ai décidé, étant étudiante à la maîtrise, j'ai décidé de continuer mon essai avec Marémonde, l'organisme avec qui on est parti au Sénégal. Donc ça, moi, je trouve que ça m'a apporté plein de positifs, en fait, pour ça, parce que j'aurais jamais fait un essai là-dessus si j'avais pas fait cette mission-là. Excellent. Puis toi, je suppose que, dans le fond, le changement a été un peu assez nouveau pour vous. Est-ce que ça a été un peu difficile le retour? Là-bas, le train de vie doit être un peu plus au ralenti qu'ici, dans le fond. C'est sûr que les différences sont drastiques. Tu donnes l'exemple du train de vie. Des fois, là-bas, on se disait, OK, ben, on va aller travailler à 9 h le matin ou on se dit rendez-vous à 8 h. Puis finalement, on arrive au bureau, puis tout le monde arrive à 10 h. Mais c'est correct, puis il n'y a personne qui est fâché de ça. C'est normal. On attend, on va aller chercher un sandwich, on est ensemble, moi j'étais avec Ariane ou avec Nicolas. On va juste discuter, on va se promener, on va explorer. Puis le bureau va ouvrir à 10 h, on va y aller, c'est correct, on va commencer à travailler à partir de ce moment-là, puis il n'y a personne qui est fâché de ça. Moi, si j'arrive ici, là, on se met au Québec, là, si j'arrive 1 heure en retard au bureau, puis c'est moi qui ouvrais le bureau, mes collègues ne seront pas contents, ils vont être fâchés. C'est sûr que tout le monde va être rouge de colère quand je vais arriver à 10 h. Là. Mais là-bas, c'est normal, puis la vie continue. Si j'ai croisé un de mes amis sur le trottoir puis je vais lui parler pendant 30 minutes, bien, je profite du moment présent. Puis ça m'amène un peu à ma réflexion, moi, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça m'a amené? C'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de vivre dans le moment présent là-bas, c'est que ça. On avait un ami, Maurice, là, qui était dans la famille, qui disait au Sénégal, il y a le temps, mais il n'y a pas l'heure. Puis c'est tellement vrai, parce que si je suis avec toi, je vais en profiter, puis je vis ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, en tout cas, je parle pour moi surtout, je suis tout le temps en train de vivre dans la semaine prochaine. Je sais que j'ai un examen qui est là, je sais que dans 2 mois, il faut que je fasse telle affaire, j'ai une remise de ça, je vais rentrer travailler jeudi prochain. Si je te montre mon Google Agenda, je suis booké pour les 4 prochains mois, puis je le sais déjà. Mais au Sénégal, je prenais ma douche, puis qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais dans une demi-heure. Je vais peut-être souper avec ma famille. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'essaie de ramener un peu ici. Je pense que moi, je le vois comme 2 extrêmes, dans le sens que là-bas, c'est peut-être trop lousse. Ici, on est peut-être trop serré, mais on peut-tu essayer d'arriver au milieu finalement? Fait que c'était ce côté-là. Puis il y a le côté qui va rejoindre un peu, comme Karianne a parlé, mais tout l'accueil, tout est chaleureux. Le cousin du cousin, c'est toutes des grosses familles en bout de ligne. Ici, je sors de chez nous, puis on dirait que j'ai des œillères, je dis même pas salut à mon voisin. Fait que ça te fait réfléchir de pourquoi on n'est pas plus chaleureux. On rentrait dans l'autobus, tout le monde se dit salut. Je te jure que si demain je prends l'autobus puis je dis allô à tout le monde, ils vont dire
il est bizarre, OK? Fait que, tu sais, c'est des choses comme il ça. Il est habillé que propre, mais il est bizarre. C'est ça, ouais. Pourquoi qu'il me dit salut? Tu sais, c'est quasiment comme ça, mais pourquoi pas? Fait que c'est tout le temps d'essayer de balancer les deux puis de tirer le meilleur des deux côtés, je trouve. Fait que ça, au niveau personnel, j'ai souvent des réflexions face à ça. Je me remets tout le temps dans ma peau au Sénégal, puis je suis comme, pourquoi qu'ici c'est différent? Puis pourquoi qu'on ne pourrait pas être un peu plus comme eux? Puis en tout cas, de se ressembler un peu plus à ces niveaux-là. Puis sur le plan peut-être plus académique, ben, c'est sûr que je reste impliqué avec CPA sans frontières. C'est vraiment une belle expérience. Je peux en profiter. Ça m'aide à. Donc, je donne des conférences, mais c'est une belle façon pour moi de me pratiquer. Après ça, je fais partie d'un comité exécutif. À toutes les deux semaines, on se rencontre. On va peut-être aller en planification stratégique. C'est tous des trucs que moi, ça m'aide énormément sur mon plan de carrière. Puis ça me fait vivre des expériences que je n'aurais pas pu vivre en bout de ligne. Tu sais, quand j'ai fait ma mission, moi, c'était mon premier mandat concret d'un client qui me donne une mission pour que tu fasses telle affaire. Je n'avais jamais vécu ça avant. Fait que c'est des expériences que je n'aurais pas pu aller chercher ailleurs. Là. Fait que c'est sûr que je ressors de là enrichi fois 1000. Là. Je ne peux même pas mettre un chiffre ou un nombre là-dessus. Là. Moi, je vois le Jean-Philippe d'aujourd'hui qui vous parle là, comme un grand orateur, puis qu'on pourrait envoyer faire des conférences n'importe où, les yeux fermés, tellement qu'il s'exprime bien. Puis je me rappelle du Jean-Philippe d'il y a 2 ans, qui avait ses défis, puis qui avait le goût de croître et tout ça, puis je trouve ça fabuleux. Tu sais. Puis si cette mission-là l'a amené à quelque part à grandir, puis à devenir le futur professionnel qu'il est, tu sais, on a atteint en partie nos objectifs. Tu sais, je trouve ça fabuleux de vous entendre les deux. Là. C'est beau. C'est direct pour ça qu'on fait ça, en fait. Je seconde, Nicolas. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Jean-Philippe justement à travers le comité. Puis depuis qu'il a fait la présidence, puis qu'il a fait aussi cette mission au Sénégal, là, j'ai trouvé ça. J'ai vu la progression. Fait que. Wow. Good job, Jean-Philippe. On fait fleurir des humains. Ah, c'est beau! Ben oui, assurément. Puis, tu sais, quand on parlait d'immersion dans d'autres cultures et tout, là, la question qui me vient en tête, là, ça serait dans quel pays peut-être le CPA sans frontières intervient-il? Puis, ça serait quoi les missions types? Les missions types, on est dans. Je te dirais qu'on est pas mal dans 3 axes. OK? On a des missions d'intervention directe. Ce qu'ont fait Ariane et Jean-Philippe, c'est-à-dire aller dans un organisme. L'organisme avait besoin d'un guide de procédure de contrôle interne. Ils ont livré un mandat. Hein? Intervention directe, comme on pourrait faire ici, un cabinet CPA pourrait faire ça pour une entreprise. Une mission où on vient doter des organismes de meilleures capacités de gestion. On l'a fait, entre autres, en Haïti, où on a intervenu sur un projet qui a duré 3 ans et demi auprès d'une congrégation de religieuses. Cette congrégation de religieuses-là, eux autres opèrent 17 écoles primaires. Donc, nous autres, en dotant ces sœurs-là, ces religieuses-là, de meilleures connaissances en comptabilité, gestion et budgétisation, tous des concepts de base comme ça pour avoir une meilleure gouvernance, bien, ça rejaillit sur les écoles. Donc, ça, c'est le deuxième type d'intervention qu'on fait, accompagner les organismes de bienfaisance. Et le troisième axe, c'est un axe qui est direct CPA sans frontières. Écoute, on a une formation absolument phénoménale comme CPA canadien. On peut tellement aider les universités étrangères dans les pays en développement. Donc, c'est d'envoyer des CPA pour enseigner gratuitement. Donc, mettez-vous dans la peau de... Je vais vous donner un exemple. On a, par exemple, une université au Burundi qui a un budget de fonctionnement qui est très petit. C'est très petit parce que les cotisations des étudiants sont faibles, puis le soutien de l'État n'est pas vraiment présent. Pour eux autres, d'avoir un CPA canadien pendant une session qui dure 3 mois, c'est quelque chose d'inaccessible. Tu sais, ça voudrait dire de convaincre quelqu'un de s'en venir en Afrique, puis de le payer probablement un quart, 3 mois d'une année, un quart d'un salaire de CPA. Vous êtes capable de faire vos calculs par vous-même, c'est beaucoup de sous. Là, nous, on arrive dans ces universités-là, puis on dit, regarde, moi, je t'envoie un professeur, je te l'envoie, puis je paye son avion, puis je paye son salaire en plus. En fait, on ne paye pas le salaire, c'est que c'est un bénévole. Fait que, du point de vue de l'université, il reçoit un CPA qui peut avoir une compétence de 15 à 20 ans en comptabilité financière, puis qui s'en vient enseigner. On a un développement de partenariat avec l'Université de Jacmel en Haïti, où, malheureusement, à cause des troubles politiques, on n'est pas capable d'envoyer de coopérants présentement, mais dès que les troubles politiques s'estompent, c'est sûr qu'on est prêt à envoyer quelqu'un. Et là, on peut envoyer, regardez, on a envoyé au Burundi, c'est fabuleux, un groupe de CPA. Il y avait 2 CPA qui étaient retraités, mais jeunes retraités, super en forme. Ils s'en vont là 3 mois. Une session complète, gratuite, un CPA canadien qui va enseigner la comptabilité de gestion dans une université au Burundi. Fait que ça, c'est le 3e axe d'intervention. Tu vois? Donc, direct, un mandat, doter les organismes de bienfaisance pour les aider avec une saine gouvernance et nos missions maison
envoyer des profs là-bas. Puis le prof n'est pas obligé d'être un prof ici. Parce que si tu es bon communicateur, bon CPA dans ta pratique, tu es capable d'aller en classe dans une université étrangère. C'est comme les 3 axes qu'on explore présentement. Moi, mes 2 préférés, c'est sûr que c'est l'axe universitaire, hein, puis l'axe avec les étudiants. Mais ça s'inscrit dans le reste des missions. Mais moi, c'est mes préférés à moi. On va quand même voir beaucoup de progression, justement, là, au niveau universitaire, là, je veux dire, avec les missions et tout, puis les étudiants qui évoluent. Là, ça doit être ça un peu qui t'anime, là, j'imagine. Ah, c'est clair, de voir qu'il y a une expansion possible. Puis de voir que le grain qu'on a semé il y a quelques années, qui était un peu une utopie. On lance quelque chose comme ça, pas de budget, pas de notoriété, pas de soutien. Puis tu te retournes, tu regardes dans le rétroviseur 10, 11 ans plus tard, puis moi, mon plus grand plaisir, c'est quand que j'arrive sur l'exécutif et que quelqu'un ne me connaît pas. Là, je me dis, waouh, là, on a commencé à avoir réussi. Là. Ça, c'est le fun, ça. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont embarqué dans l'organisme, nonobstant qui a parti ça, puis tout ça. L'organisme vit par lui-même. Ça, c'est très, très intéressant. Puis de voir que ça fait des petits dans les universités à travers le Canada, puis éventuellement à travers le monde, parce qu'il faut viser quand même des objectifs comme ça. J'ai hâte à notre lac à l'épaule, d'ailleurs, stratégique, voir où est-ce qu'on s'en va. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est on a plein de beaux projets. Oui. Personne n'est contre la vertu. On donne des services professionnels. On les donne. Parlant d'organismes, auprès de quel organisme, justement, vous intervenez? Je te laisse la parole. Sophie, tu les connais pas mal. Je te donnerai un exemple de par mission que ce qu'on a fait. Tu peux savoir les organismes qu'on a intervenus ou les services qu'on offre? Les services que les vous organismes. offrez. OK, ben c'est dans notre exemple de la mission que j'ai faite au Sénégal avec Ariane. Dans un premier temps, il y avait Mère et Monde qui était le partenaire terrain, mais qui avait son bureau aussi au Sénégal. Puis eux, dans le fond, il y avait des besoins au niveau de la comptabilité à l'interne. On avait aussi Green Sénégal qui était un partenaire de Mère et Monde. Eux, c'était un groupe de recherche, en fait, qui ont pour mission de contribuer à une sécurité alimentaire, fait que ce soit de promouvoir l'agriculture qui est durable, puis tout ce qui est de la protection de l'environnement. Puis Green Sénégal va chapeauter beaucoup d'organismes aussi là-bas. Fait qu'il y en avait un d'entre eux qui était Fasdium. Donc, ça peut être vraiment différent. Là. Eux, c'était un regroupement de femmes entrepreneurs, donc uniquement des femmes qui travaillaient là, mais ils faisaient tout ce qui était transformation de noix de cajou, des jus, des grains de café, fait plein de trucs comme ça. Puis on avait aussi un autre mandat un peu dans l'alimentation, mais ça restait que c'était une association de femmes aussi, mais c'était le seul resto, si je ne me trompe pas, c'était le seul restaurant biologique du Sénégal, ou du moins de Thiès où ce qu'on était. Puis, dans le fond, eux, il y avait aussi un atelier de transformation de nourriture, puis il y avait une boutique où ils vendaient des produits finis. Fait que ça peut être autant varié qu'on avait un organisme qui va aider à la coopération internationale, qu'on était rendu dans un restaurant le lendemain. Fait que pour nous, notre mission au Sénégal, c'était ça. Je peux laisser peut-être Nicolas ou Sophie parler des autres exemples. Je te laisse, Nicolas. Dans le fond, tu es bien parti là, avec toute l'explication des 3 axes. Là. On l'avait couvert un petit peu tout à l'heure. On va aider des organismes qui aident des gens. Donc, si l'organisme local a une meilleure gestion, nécessairement, on a la pensée de dire que ça va aider ultimement la population locale. Fait qu'on est une intervention de 2e phase, un peu comme disait Sophie. Souvent, on n'est pas directement l'intervenant terrain pour le bénéficiaire, mais on aide l'organisme qui aide des gens. En ce sens-là, si ces organismes-là sont mieux gérés, s'ils font une bonne reddition de comptes, des bons états financiers, des bons budgets, bien, qu'est-ce que ça a comme collatéral? C'est qu'ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des dons parce que les gens ont confiance en eux. Et la roue tourne pour que l'enfant, la femme, la famille en besoin reçoivent. L'économie aussi. C'est ça. On aide des gens qui aident des gens. Puis là, j'ai Jean-Philippe qui en a parlé un peu d'une mission. Est-ce que vous auriez une autre mission pour laquelle vous pourriez nous dire que vous avez réalisé, nous expliquer un peu plus concrètement ce que vous faites? Oui, dans la mission. OK, vas-y. Dans la mission qu'Ariane et Jean-Philippe ont fait, là, vos partenaires ne sont pas là aujourd'hui, mais vous connaissez suffisamment ce qu'ils ont fait. Hein? On a fait une implantation de système. Peut-être que vous pourriez en parler un peu plus. Vous connaissez quand même ce qu'ils ont fait. Oui, mais en fait, l'équipe était divisée en 2. Donc, moi et Jean-Philippe avec Green Sénégal et l'Association de femmes. Puis, nos collègues étaient assignés au bureau de Mère et Monde. Puis, eux, leur but, c'était d'implanter une charte comptable qui était fonctionnelle parce que le bureau au Sénégal, il est aussi relié à Montréal. Donc, le but étant que les deux se parlent. Puis, c'était aussi d'arriver là puis de réaliser que finalement, la comptabilité, il faut que tu poses un diagnostic avant de
formuler tes recommandations. Fait eux, ils ont même eu à réaliser qu'il fallait qu'ils changent complètement le système comptable, considérant que la licence qui était utilisée là-bas était expirée, puis c'est ça, c'était pas possible de la reprendre. Fait qu'ils ont tout changé ça, ils ont mis une charte comptable qui fonctionnait. Puis c'était aussi à travers ça de former le comptable qui était là-bas, parce que CPA Sans frontières, le but, c'est d'aider les gens là-bas et non de prendre la place de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, c'est de vraiment former le comptable qui était là-bas, le comptable local, à le former à ce qu'il soit capable d'utiliser le logiciel qui est implanté, puis la nouvelle charte comptable aussi. Cette mission-là a duré combien de temps? Cette mission-là a duré 3 semaines. 3 semaines que nous, on était là-bas, mais on travaillait, je dirais, pas mal du lundi au vendredi. Là. Donc, ça laisse quand même une quinzaine de jours. OK. Puis, des petits mandats spin-off le samedi. Est-ce que toutes les missions durent à peu près le même temps? C'est-tu tout le temps 3 semaines? Bien, des fois, ça les tire plus. C'est-tu au choix? Ça dépend des missions. Haïti, je pense que ça a été des missions de 2 semaines, 1 semaine ou 2, dépendamment des missions, dépendamment des pays, dépendamment... mais ça ne s'est pas étiré plus que 3 semaines, en fait, là, à date. Là. Donc, pour des CPA, c'est réaliste de pouvoir partir dans une année et dire « OK, ben j'ai 3 semaines à offrir, puis je peux m'organiser avec mon employeur. » C'est ce qui est le fun. On n'est pas obligé de prendre des grandes décisions et de dire « OK, il faut que je parte avec ma famille pendant 6 mois ou 1 an. » là. Donc, ça, c'est très attirant aussi. Là. Par contre, il y a des missions, c'est certain qu'on parle de développement durable aussi. Donc, il y a des missions on part 3 semaines, on revient, on repart à un autre moment avec d'autres coopérants pour continuer ou compléter ce qu'on a fait dans un premier temps. Par exemple, là, avec Verger d'Afrique, qui est un de nos partenaires, on fait un diagnostic de l'organisation. Fait qu'à partir du diagnostic, on va faire des recommandations qui vont nous dire, bon, ben OK, ben on a besoin de faire X, Y, Z, ça va donner 5, 6, 7 missions, mais au bout de ces 5, 6, 7 missions-là, sur 2, 3 ans, ben on va avoir atteint nos objectifs, puis on va avoir mis en place nos recommandations. Okay. Donc, c'est des missions qui peuvent être sur plusieurs missions pour arriver à un objectif final. OK. Puis, étape par étape, une mission, ça s'organise comment? En premier lieu, c'est sûr qu'il faut toujours établir le partenariat avec l'organisme terrain. On comprend bien que les missions doivent toujours être faites dans le but ultime d'aider l'organisme qui nous reçoit, hein, et non pas le contraire. On n'est pas un club voyage, ce n'est pas un organisme CPA Sans frontières qui envoie des gens juste pour faire des voyages. C'est vraiment pour aider des gens. Fait que la première étape, c'est y a-t-il un besoin? Quel est le besoin? Une fois que le besoin est identifié, on a une équipe à CPA Sans frontières de bénévoles au recrutement qui analyse le besoin du partenaire terrain et puis qui envoie, comme une offre d'emploi, en fait, la même chose, sauf que c'est bénévolat, une offre d'emploi avec un profil recherché. Alors, si on avait, par exemple, une implantation de Sage 50 dans un organisme en Haïti, on ferait un recrutement pour un CPA qui a une expérience en implantation de système avec une connaissance fonctionnelle de Sage 50. Et puis là, ça serait des critères de base. Donc, tu vois, besoin, ensuite, l'adéquation entre le besoin et l'offre. Et par la suite, s'enclenche tout un processus de logistique de départ. Donc, formation pré-départ pour la sécurité, la levée de fonds, lorsque c'est applicable. Il n'y a pas toujours des levées de fonds. Il y a certains CPA qui vont simplement faire un don pour payer leur mission. Sinon, levée de fonds, préparation pré-départ pour ensuite prendre contact avec le terrain à distance et ensuite se rendre sur place. Une fois la mission faite, suivi post-mission pour s'assurer que le développement est durable. Okay. C'est un peu le continuum. Vas-y. Je rajouterais aussi qu'avant d'arriver sur le terrain, le coopérant connaît le coopéré, connaît... il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont pour pas justement que la personne... Parce qu'il y en a des missions, c'est une personne qui part, pas une équipe de 4. Donc, pour que la personne se sente à l'aise, pour que les liens se tissent dès en amont. Là. Puis, on arrive sur le terrain, puis on dit, OK, bon, ben on avait prévu offrir X, Y comme service.
Puis, peut-être que sur le terrain, ça change, mais en théorie, tout ça est articulé en amont. Fait que quand on part 2 ou 3 semaines, bon, on sait d'avance où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, il y a des affaires qui arrivent. Là, le coopéré, il n'arrive pas à 10 heures, il arrive à 10 heures, mais une semaine plus tard. Il y a toutes sortes d'anecdotes qui se passent. Là, mais en amont, c'est vraiment une phase de préparatoire qui est importante. Puis je dirais aussi qu'au niveau des entrevues, nous, on passe les entrevues, c'est CPA Sans frontières, mais le partenaire terrain aussi intéressé à connaître davantage les candidats. Donc, on en sélectionne 2, 3. Après ça, le partenaire terrain les passe en entrevue aussi, où ça peut se faire en collaboration pour évaluer d'autres dimensions qui feraient en sorte que, oui, le match serait parfait au point de vue personnalité ou pas, parce que c'est super important, ce volet-là. Puis le partenaire terrain connaît son coopéré pour avoir travaillé plusieurs fois avec lui. Donc, cette dimension-là, c'est plus lui qui va l'avoir. OK. Ouais. Puis, tu sais, sur le terrain, carrément, est-ce que vous venez qu'à travailler du 8 à 5? Tu sais, je sais que tantôt, vous avez abordé un peu, vous êtes arrivé en retard, puis finalement, vous avez commencé plus tard et tout, mais ça se passe comment? Avez-vous des journées de congé? Comment vous le vivez? Ben, un peu comme l'a dit Ariane tantôt, dans le fond, c'est ça, on essaie de tout le temps faire un lundi au vendredi, puis des fois le samedi, parce que ultimement, on l'a dit, c'est des missions de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans notre cas. Le temps est compté. Là. On veut être là, on va avoir un impact, puis d'abord et avant tout, on va là pour aider. Fait que des fois, tu te dis, on veut vraiment être là, travailler. Fait que c'est ça qu'on faisait. Là, après ça, des fois, la journée, on commence à 10 heures. Ça peut commencer en retard, on ne sait jamais. Ça, c'est propre à la bas, c'est correct. Mais tu sais, typiquement, on essayait tout le temps de commencer le matin le plus tôt possible. Puis il faut se dire aussi que c'est un pays qui fait très chaud. Fait que plus que tu travailles tôt le matin, tu as moins de chaleur, c'est moins lourd à travailler. On va dire un 9 h à midi le matin. Après ça, tu vas dîner dans ta famille. En tout cas, pour nous, on allait dîner. Donc, tu prends 1 heure de pause, 1h30. Après ça, tu reviens. On essaie de faire peut-être un 3-4 heures au bureau pour travailler aussi avec les gens. Tu n'as pas le choix de t'arythmer avec l'horaire de travail là-bas. Je te dirais que souvent, on essaie d'arrêter de travailler à 5 heures, puis après ça, prendre nos soirées ensemble, en profiter. Ou des fois, ça l'oblige. Mais tu sais, si tu arrives à la fin de ton mandat puis il te reste beaucoup de trucs à faire, ben, ça se peut que tu travailles plus le soir, tu as un livrable. Tu veux t'assurer d'avoir un certain leg là-bas. Donc, je me rappelle une couple de jeudi, vendredi qu'on a travaillé et qu'on s'est aidé sur des mandats là, pour s'assurer qu'on finissait la tâche. Là. Super. Mais... Si vous pouvez peut-être nous décrire une journée que vous avez faite, là, un exemple là, particulier, je ne sais pas, Ariane, peut-être? Ben, au niveau des journées, là, je dirais, là, premièrement, on ne l'a pas mentionné encore, mais nous, on est arrivés pendant la période du Ramadan. Puis ça a quand même changé notre horaire de travail parce que non, on n'a pas fait le Ramadan, mais eux le faisaient. On parle d'une population qui est majoritairement musulmane. Donc, pour eux, il y avait plus de prières pendant ce moment-là. Ils étaient un petit peu plus fatigués, considérant qu'ils ne mangeaient pas pendant la journée. Fait que c'était tous des petits éléments avec lesquels on devait composer et s'adapter par le fait même. Parce que oui, nous, on a, en tant qu'au Québec, on aime ça être productif, maximiser notre temps et tout ça. Mais ça reste que là-bas, il fallait suivre leur rythme puis s'adapter à leur vie aussi, à leur mode de vie. Donc, c'était ça aussi avec quoi qu'il fallait composer. Donc, le matin, on pouvait se lever à une heure assez raisonnable, je dirais. On prenait le petit déjeuner là, avec notre famille. C'était différent, mais souvent, on avait une baguette de pain avec du choco-pain qu'on appelle. Ça ressemble un peu à du Nutella avec un peu de beurre de pinot. Là. Ça a un goût assez spécial. Puis après ça, on se rejoignait en fait. Le point de rencontre était dans un petit dépanneur proche de là-bas, puis on prenait l'autobus pour se rendre. Le voyage en autobus, c'était assez plein, je dirais, comme autobus. Là. Il y avait beaucoup de gens, mais c'est comme ça là-bas, tout le monde se salue. Puis après ça, on se sépare pour aller faire remplir notre mandat. Donc, peu importe où on était assigné dans la journée, on faisait notre mandat. Puis on revenait à la maison dîner. Donc, encore là, on reprenait l'autobus pour revenir dîner à la maison avec la famille. Puis le dîner là-bas, c'est un repas qui est très important pour eux. Donc, c'est le gros repas de la journée. Puis après ça, souvent, ils vont se reposer. Donc, faire une petite sieste là, après le dîner. Donc, ça aussi, on y a pris goût pendant notre voyage. Puis après ça, c'est de retourner travailler. Donc, c'est quand même... il fait plus 30, 35 dehors, puis après la petite sieste, donc c'est pas toujours évident, mais on y retourne encore en autobus. Puis on va finir notre journée là, pour retourner là, peut-être 2-3 heures après là, à la maison. Pour souper en famille, mais ça encore là, ça dépendait. Moi, ma famille, honnêtement, on ne mangeait pas ensemble pour le souper. Comme je disais, le dîner, c'était plus important, mais ça pouvait dépendre de la famille où on était. Puis comment votre mission s'est intégrée au quotidien?
le quotidien en revenant par la suite de la mission concrètement, le quotidien là-bas. Par la suite, oui, en revenant dans le fond, au quotidien, je veux Ben, dire. moi, de mon côté, ça a été quasiment quand même un clash, là, je dirais, quand je suis revenu. Parce que je suis passé je me lève le matin à 6 heures, c'est un coq où j'entends l'appel à la prière qui se fait. C'est ça qui me réveille. Puis quand je me lève, ben, j'ai ma mère sénégalaise. Ben, oui, c'est ma mère sénégalaise qui est là-bas. J'ai 3-4 petits frères qui sont là. Il y a tout le temps quelqu'un dans la maison, il y a tout le temps du bruit. Il y a un oncle qui vient pour la semaine. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est avec toi. Puis là, je reviens ici au Québec. J'habite toute seule en appartement avec ma mère. Puis ma mère est partie travailler. Fait que il y a 10 personnes chez nous le matin, il y a beaucoup de bruit, c'est tout le temps vivant. Puis là, je suis tout seul, il est 10 heures, je mange mes Fruit Loops. Fait que, tu sais, ça a été dur de revenir à ça, puis tu passes d'un extrême à l'autre. Fait que moi, il y a un bon 3 jours, honnêtement, que j'ai rien, j'ai rien fait. J'étais juste en train de réapprendre à vivre un peu avec ma réalité au Québec. Puis après ça, comment ça s'intègre au quotidien à tous les jours. Mais comme on l'a dit, moi, je pense que c'est beaucoup des fois des petits flashbacks qui te reviennent, des appels de conscience de est-ce qu'en ce moment, pourquoi je repense un peu au Sénégal, puis peut-être que je peux profiter plus du moment présent. Tout de repenser qu'est-ce que je vis, puis de le relativiser avec des exemples que je me rappelle du Sénégal. Fait que c'est un peu comme ça, moi je te dirais qu'au quotidien, ça me rejoint en fait. OK, super. Puis moi, je serais curieux de savoir un peu là, les défis là, de CPA sans frontières. Ouais. On mute. En fait, un des grands défis, je dirais, pour une organisation comme CPA sans frontières, c'est la mobilisation des bénévoles. À un certain moment, les gens lèvent leurs mains, disent « OK, on a du temps personnel à donner, à offrir. C'est du temps précieux pour eux, c'est du temps précieux pour nous. » Donc, moi, je fais des appels de candidature, dans le fond, puis je rencontre les gens. Puis ce qui est important pour moi, c'est de vérifier comment cette personne-là, qu'est-ce qui attire cette personne-là vers CPA sans frontières plutôt qu'une autre organisation. Puis aussi, comment cette personne-là peut grandir personnellement et professionnellement au sein de CPA sans frontières. Puis j'essaie aussi pas j'essaie, mais je veux cibler les forces parce qu'en fait, quand on est dans nos forces, puis qu'on va donner du temps, que ce soit professionnel, rémunéré ou pas, c'est là où on a du plaisir, c'est là où on se sent mobilisé, c'est là où on se sent grandir. Puis pour moi, c'est super important parce qu'en fait, les gens nous donnent du temps gratuit, de leur temps, leur précieux temps, puis déjà, on a des horaires très chargés. Fait que pour moi, c'est vraiment important ces aspects-là quand je rencontre les gens pour m'assurer que ces gens-là restent dans CPA sans frontières, continuent à contribuer parce qu'il y a beaucoup de temps aussi d'investi pour que ces gens-là puissent acquérir une profondeur puis qu'ils puissent partir aussi en mission. Puis, donc ça, c'est un principal défi pour nous. Puis aussi, finalement, on se retrouve avec une équipe avec des forces différentes, avec une expertise différente, puis avec aussi une passion commune vers un projet qui est de mettre en place la mission de CPA sans frontières. Ça, je veux m'assurer que les gens sont là pour ça aussi. Donc, il y a beaucoup d'arrimage à faire dès le départ. Fait que ça, c'est un beau défi que j'ai. Annuellement aussi, je rencontre les gens, je fais le point par rapport à la satisfaction, sont-ils sur leur X aussi au niveau professionnel, est-ce qu'ils ont d'autres choses qu'ils aimeraient explorer au sein de CPA sans frontières, fait que ça fait partie des moyens que j'utilise pour m'assurer de ça. Un autre défi qui est très grand aussi, c'est au niveau du financement. C'est pas évident le financement, puis c'est en fait le financement, c'est les moyens qu'on a pour mettre en place la mission. On a une équipe qui est dédiée au financement, puis au travers de ça, ils ont identifié plusieurs axes là, de comment on peut faire pour faire le 360 des moyens de financement qu'on peut avoir. Je dirais le troisième défi, c'est évidemment au niveau des missions. C'est super important d'avoir de la qualité en termes de mission, en termes de coopérer aussi. Puis c'est super important de l'autre bord de pouvoir offrir des services de qualité à nos coopérés. Puis les missions, que ça soit sécuritaire. Fait que quand on a des opportunités, par exemple au Burundi, on est allé à un moment, mais c'était sécuritaire d'y aller, mais au travers le temps, on a eu d'autres opportunités pour retourner justement à cette université-là, puis on a refusé parce que c'est zéro risque
au point de vue sécurité. Fait que je pense que, au niveau des défis, là, je pense que ça résume pas mal ce qu'on a là, CPA sans frontières. Puis là, ben, on rentre en planification stratégique cette année. Le COVID nous amène à nous adapter, à revoir notre modèle d'affaires. Puis tout le monde, toute l'équipe de l'exécutif va participer à cette réflexion-là. Dans un premier temps, pour la mobilisation, puis c'est bien plus fun de contribuer dans une organisation où on a eu l'opportunité de cibler puis de discuter de la vision ensemble. Fait que pour moi, c'est super important que tout le monde soit impliqué dans cette réflexion-là. Fait que ça fait pas mal le tour au niveau des défis. Je ne sais pas, Nicolas, comme cofondateur, si tu en vois d'autres, là, à très haut niveau, là, je dirais, là, au niveau opérationnel. C'est quand même bien ciblé. Il y a le défi constant de prouver notre pertinence, il y a le défi constant de rayonner, de se faire connaître. Donc, c'est toujours à recommencer. On est habitué. On prend notre bâton du pèlerin puis on fait la tournée. Mais c'est un bon point au niveau de notre visibilité parce qu'en fait, on est au Québec. Là, on commence à se rendre visible. Puis là, on aimerait ça étendre ça, là, Canada, international. En tout cas, là, ça va faire partie des réflexions stratégiques, tout le monde ensemble. Là, mais je trouve qu'on a un beau potentiel pour aller jusque-là puis avoir une vision une grande vision, en fait. Puis parlant de réflexion stratégique un peu, avez-vous comme des objectifs un peu à court, moyen, long terme, rapidement? Bien, c'est certain qu'il y a eu une première réflexion qui a été faite il y a quelques années. Donc, moi, dans le fond, mes objectifs, les objectifs stratégiques que j'ai, bon, bien, c'est au niveau des partenaires financiers, d'avoir des partenaires financiers qui peuvent nous supporter, des partenaires terrain aussi qui peuvent nous amener à faire des missions de qualité. On a le volet universitaire qu'on veut développer des partenariats avec les universités au Québec, éventuellement au Canada, éventuellement à l'international. On a comme objectif, on a aussi toute la question de visibilité, de marketing. Puis là, on revoit notre site web, donc c'est un objectif, j'espère, à court terme. Puis ensuite de ça, je pense que ça fait pas mal le tour de nos axes. Là. Puis la structure de CPA sans frontières. Quand je parle de structure, je parle d'êtres humains qui nous aident, puis de structurer aussi. Nous, on a des redditions de comptes à faire, on a des contrôles aussi à mettre en place. Donc, cet aspect-là prend du temps, puis on a des gens pour nous aider pour ça. Là. On a une belle équipe diversifiée, puis je pense qu'on a des personnes qui sont très solides autour de la table. Puis, vous avez un bel avenir. On a un très bel avenir. Je souhaite. Oui, on prend de la relève. On a de la belle relève avec vous autres. Ben écoutez, là, j'espère qu'on vous a inspiré vers CPA sans frontières. Vous êtes encore à l'université, vous avez l'opportunité d'avoir un cours qui va s'offrir à vous, peut-être pas 2021, là, mais l'année d'après. Je vous incite en tout cas à aller plus loin là-dedans. Certainement. Puis, parlant d'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à vous personnellement, peut-être aussi, puis CPA sans frontières aussi? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bien, pour CPA sans frontières, c'est de conserver nos bénévoles qui nous donnent du temps. Il y a le conseil d'administration aussi qui nous rencontre 4 fois par année. Donc, ça, c'est important. On peut souhaiter de conserver cette solidité-là. Puis on fait une super équipe, tout le monde ensemble. On peut souhaiter aussi de conserver nos partenaires financiers parce que sans eux, on n'a pas les moyens pour réaliser notre mission. Les partenaires terrain aussi, pour en avoir des missions puis avoir des partenaires terrain de qualité. On fait des choix encore là-dedans pour s'assurer de la qualité partout. Et qu'on puisse élargir pan-canadien puis au niveau de l'international. J'ai un rêve aussi derrière ça au niveau international, fait que ça va être partagé plus au niveau de la planification stratégique, là, mais je nous souhaite qu'on soit connu internationalement. Et moi, je pense qu'on a le potentiel de le faire aussi. Là. Je vais finir sur une note philosophique un peu. Je nous souhaite de devenir non pertinent un jour. Non pertinent? Oui, le jour où il y aura plus d'égalité sur Terre, puis que notre mission ne sera plus nécessaire.
Exact. C'est ce que je vous souhaite. C'est un beau défi. Un beau souhait. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour vrai, c'est vraiment du temps très précieux. Puis on apprécie vraiment votre participation au podcast des Bas Bruns. Donc, encore un très gros merci. Puis on va vous inciter à en parler beaucoup. Puis nous aussi, on va vous parler beaucoup de vous. Ben, merci N'hésitez pas à beaucoup de votre partager sur vos comptes. Merci. Merci de nous avoir invités, puis bravo pour votre initiative, c'est vraiment très le fun. Ça nous aide aussi, point de vue CPA, de sortir de ce cadre-là très carré des bas bruns. Puis je pense que CPA sans frontières, c'est toute une couleur très... Même si le brun, c'est ma couleur préférée, by the way, là, mais CPA sans frontières, c'est plein de couleurs. Il y a vraiment une nouvelle tangente, justement, à défaire, justement, ce stéréotype-là. Puis plein d'organismes qui réussissent à le faire vraiment très bien. Donc, encore merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Longue vie à votre podcast. Yes, vraiment. Pour cette saison 2, nous remercions nos partenaires Hardy Normand et Associés et Goro.